The return of the NBA. Here's the Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back for Rick. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. 50. It's video. We're playing video. Here we go. Bonjour à tous, bonjour à toi qui nous regarde dans ta télé, sur Twitch ou sur YouTube. On va parler de hype NBA pendant à peu près 50 minutes ensemble. On a fait la semaine dernière la conférence Est. On va beaucoup parler maintenant de la conférence Ouest. Et pour m'accompagner dans cette très belle émission au décor très sympa, Paul est toujours là avec nous. Salut Paul. Salut. Comment tu vas ? Eh ben, ça va très bien, le compte à rebours est lancé, la saison NBA va bientôt démarrer. On va parler d'une équipe qui de temps en temps se vêtit en jaune ou en violet. Notamment avec un envoyé spécial au Texas, donc on va pouvoir en parler longuement. Exactement, on va les accueillir, les nouvelles têtes hype, on va vous en parler bien sûr un peu plus tard dans l'émission. Rudy est là. Messieurs, bonjour. Il a changé de côté, Rudy. Ouais. J'aime bien changer de place. Bon, on va pas parler des Celtics, hein. On sait que la semaine dernière, les Celtics étaient très hype. On va parler de la conférence Ouest ensemble et voir si les Nuggets de Denver, champion NBA, peuvent se succéder à eux-mêmes. Et on va surtout accueillir notre invité hype de la semaine. C'est un joueur de Châlons-Reims en Pro B, à la deuxième division française, mais surtout un joueur qui est passé par Gonzaga, l'université de Gonzaga, et qui est notre invité hype aujourd'hui. Salut Mathis. Salut tout le monde. Comment vas-tu ? Super, merci de m'avoir. Mathis Keita, donc international aussi français, hein, les équipes de jeunes. Il y a longtemps maintenant, moins de 16, moins de 18, à prime, à un moment aussi. Champion de France Pro B. Champion de France Pro B 2 fois, une fois Leaders Cup. Ok. Et finaliste de la Pro B donc l'an dernier avec Châlons-Reims. Finaliste l'année dernière, malheureusement. On n'était pas loin. Mais... Objectif, la remontée ? C'est l'objectif du club. Moi, c'est tout le temps mon objectif personnellement de tout le temps gagner. De gagner les matchs. Tout le temps gagner, Bon, super. Bon, on va parler de ton expérience américaine. Quand on parle de Gonzaga, Paul, en plus, il y a des joueurs que t'aimes bien, hein, que t'aimais bien à Gonzaga. Sacré, le fabuleux Robert Sacré, voilà, que Mathis a côtoyé. Super gars. Ouais. Super gars, bon joueur. Ah, très bon joueur, très dur. Il m'a fait mal plus d'une fois. Non, super sympa. Bon, super. On va pas parler de Robert Sacré aujourd'hui parce qu'il est plus en NBA, on va parler de la conférence Ouest, je l'ai dit, mais avant ça, on a un très gros programme. On va s'arrêter sur le cas Joel Embiid. On teasait la semaine dernière une annonce ou des informations aussi du côté de la fédération. On a appris que Joel Embiid avait choisi Team USA. Il avait le choix entre le Cameroun ou la France. Son choix s'est porté sur Team USA. Ça a fait parler un petit peu dans les médias et ailleurs, dans les petites conversations aussi privées, Mathis. Qu'est-ce que tu penses du choix de Joel Embiid ? On peut dire que tu es d'origine malienne ? Ouais. Ton père et... Mon père est né au Mali, ouais, et il est venu en France quand il avait 13 ans. Donc la question de la binationalité, quand il a fallu reporter un petit peu le maillot d'un pays, s'est posée pour toi ? Moi, ça s'est posé un peu plus tard, plus aux alentours des 22-23 ans, okay. où voilà, on m'a appelé une ou deux fois pour savoir où j'en étais et si ça pouvait m'intéresser. Ok. Bon, le choix de Joel Embiid a été partiellement compris, hein, tout dépend du côté où on se place. Le processus du choix, moi, c'est là où je veux qu'on s'arrête tous les deux. Comment on mène une réflexion pour choisir justement de représenter un pays ou un autre ? Très compliqué. Il y a plein de choses qui se passent dans nos têtes. Surtout, l'étape numéro 1, je pense que c'est le cœur. C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire, de quoi on rêvait quand on était petit. Mais après, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Si je prends le cas de Joel Embiid, lui, il veut faire les Jeux Olympiques. Je pense que c'était ça son rêve, faire les Jeux Olympiques. Il se dit, si je le fais avec le Cameroun, est-ce que je vais réussir à faire les Jeux Olympiques ? C'est pas sûr. La France et les États-Unis, il y a qu'est-ce que les gens vont en penser. Je pense aussi que pas forcément les fans, mais aussi la famille, voilà, selon le choix qu'on fait. Et après, je pense, qu'est-ce qui se pose d'autre comme question ? L'équipe, par exemple. Le niveau. Est-ce que, le projet, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à ma place à ce moment-là ? S'il y a un super poste 5 quelque part, par exemple, Team USA manque de poste 5, il est là. Par contre, Wemby aurait pu être ou sera peut-être le poste 5 de la France. Peut-être que ça a joué dans le choix d'Embiid en disant qu'il y a déjà quelqu'un. Il y a Rudy Gobert aussi, je pense. Ouais, ça a dû influencer son choix et je pense que il a dû y penser. Okay. Il a dû y penser, la compétition, la concurrence aussi. Voilà. Ok. Donc le cœur et le projet. On retient un peu les deux axes. Ouais.
La justification de Joel Embiid, on peut vous la montrer. Je commence à la lire et vous allez la voir, hein. Elle s'affiche. J'aime mon pays, je l'aime beaucoup, mais je ne voulais vraiment participer au JO. C'est mon objectif et mon rêve. Ajoutez à cela que mon fils est américain et que je suis ici depuis si longtemps. J'ai eu l'impression que ces dernières années, depuis qu'il est né, toutes les décisions que j'ai prises étaient basées sur la famille. Donc le fils de Joel Embiid, on parlait du cœur, a quand même primé sur, on va dire, le projet. C'est la justification de Joel Embiid. On en a parlé un petit peu ensemble, messieurs, je vous mets un peu dans la discussion. Paul, c'est une raison qui s'entend, celle de son fils? Oui, c'est des arguments qui s'entendent. Bah, surtout, il dit qu'il est là depuis très longtemps. Il est arrivé à 16 ans quand même aux États-Unis, donc il a presque passé la moitié de sa vie. Formé à Kansas. Voilà, donc, université. Donc c'est pas un choix déconnant. Alors qu'en France, il a que de la famille comme attache. Donc c'est quelque part plus logique qu'il choisisse les États-Unis. Mais comme dirait Victor, on est surtout déçu pour le Cameroun, parce que le Cameroun fait quand même le TQO. Ouais. Il y a quand même une chance d'aller, pas énorme, mais il y a quand même une chance d'aller au JO. Tournoi de qualification olympique. Et ça aurait été beau de le voir. Il n'y a pas non plus Siakam, mais imaginez Embiid et Siakam dans cette équipe, ça peut tenir la route pour aller au JO, quoi. Donc bon, maintenant les Américains sont juste imbattables avec lui. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Seront-ils imbattables, effectivement, voilà. le Team USA dans quelques minutes. Dans le camp des mécontents, peut-être qu'on peut ranger le président de la Fédération française de basket, Jean-Pierre Suta, qui avait mis beaucoup d'énergie dans ce dossier, hein, que ce soit dans la presse ou dans les discussions pour accueillir Joel Embiid, peut-être pas assez. Mais voilà, on peut relire la déclaration de Jean-Pierre Suta donc, à l'issue de cette fameuse conférence de presse là, du 10 octobre dernier. Concernant Joel Embiid, je l'ai rencontré en 2022, mais on n'est jamais allé le chercher. À sa demande, on a fait les démarches. Aujourd'hui, je suis déçu d'avoir passé autant d'énergie sur un dossier qui n'a pas été initié à notre demande. Ce sujet est derrière nous. Maintenant, moi, c'est la fin de la déclaration qui m'intéresse. On n'a jamais été allé chercher, on n'est pas allé chercher Joel Embiid. Je pense pas qu'il voulait. Est-ce qu'on en a vraiment besoin en équipe de France? Moi, je suis pas sûr. Poste 5, on a ce qu'il faut. Okay. Et moi, je pense qu'un joueur comme ça, il veut qu'on lui fasse la cour. Il veut qu'on le recrute, vraiment. Qu'on lui dise, ouais, Joël, vraiment, on te veut, on a besoin de toi, tu pourrais changer la donne. Voilà. Et okay. Je pense pas qu'on a fait, que la Fédé ait fait ça et que c'était plus un peu à reculons, quoi. On y va, on lui fait le passeport, on essaye de lui trouver la nationalité, on dit que ça pourrait être possible, mais c'est le genre de truc où il faut l'appeler tous les jours quasiment. Enfin, j'exagère un peu, mais vraiment, lui dire, ouvrir les portes voilà, même essayer de faire qu'il y ait un engouement médiatique, on veut Embiid, on veut Embiid, on veut Embiid. Et je pense que c'était l'unique possibilité pour qu'il vienne avec l'équipe de France. Bon, il a choisi Team USA, focalisons-nous sur Team USA, puisqu'on parle beaucoup de basket US ici. Quel Team USA à Paris, hein, cette équipe qui a fini 4e à la Coupe du Monde, et qui est par contre tenante du titre au niveau de l'olympisme. On peut se faire une petite discussion fiction. Beaucoup de joueurs là, sur le Media Day ont déclaré vouloir justement participer aux Jeux. Steph Curry, LeBron, KD et consorts. Donc la grosse équipe est en train de se former. On se fait une petite projection d'une équipe potentielle. On va vous annoncer quelques noms partants et quelques réservistes. Vous les voyez s'afficher: Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, Joel Embiid. Et en remplaçant, vous avez du lourd, hein. Jason Tatum, Drew Holiday, Brook Lopez, il y a du James Harden, Draymond Green, il y a du Anthony Edwards, Jimmy Butler, Paul George, Damian Lillard et Kawhi Leonard. On prend quoi, messieurs, là, dans ce roadster-là? Les 5, on est d'accord que s'ils veulent y aller, ils y seront et ils vont même démarrer. Mathis, encore une fois. Non, peut-être Rudy. Allez, Rudy. Comment on complète le 5 avec les pseudo-remplaçants? Encore une fois, on les a mis à cette place-là, mais on n'en sait rien. Ouais, après, sur les remplaçants présentés, j'en aurais d'autres, moi, personnellement. Alors, t'en prends aucun de ce que tu vois là? Si, merci. Les Drew Holiday, les Tatum, Booker, bien sûr. Draymond Green, peut-être, déjà. Jimmy Butler. Okay. Draymond Green, non, pas trop. Je ne serais pas trop sur ceux-là. Mais ouais, ceux que je viens de citer, Jason Tatum, Holiday. Paul? Oui, moi j'aurais mis aussi Bam Adebayo, un spécialiste de la défense sur le banc qui peut beaucoup apporter. Moi, s'il y a déjà Embiid, Lopez et Davis, c'est quand même déjà assez costaud. Je pense qu'ils ne peuvent pas trop se tromper sur les remplaçants, mais il faut des joueurs qui acceptent d'être remplaçants. Et ils ont toujours la saison, ils ont toujours la balle dans la main, et là ils se retrouvent dans un rôle un peu de subalterne. Donc
À mon avis, c'est ça qui va être aussi difficile à gérer, c'est les égos des superstars qui vont être sur le banc, quoi. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est comment ils vont, justement, comment la sélection va se faire. Est-ce qu'ils vont envoyer des invitations comme ils font généralement, ou est-ce qu'ils vont faire une vraie sélection, où là, ils vont mettre des joueurs en concurrence, ce qui est... voilà. Réponse de Mathis sur le procédé Team USA. Est-ce que tu penses qu'on met en concurrence Kevin Durant et d'autres, bon, peut-être le remplaçant, parce que Kevin Durant, on est d'accord, ou est-ce que finalement, c'est pas les joueurs qui disent moi je viens et puis on leur ouvre la porte? Moi, je pense que c'est LeBron qui va choisir. Okay. Voilà, clairement. Troisième option, LeBron choisit ses hommes. Ouais, je pense qu'il faut lui, et comme ça, on va gagner. D'accord. Et puis voilà. Moi, je pense que ça va être ça. Oui, je pense. Ils le diront pas officiellement, hein, mais... Il y en a un qui a failli le dire, hein, Stephen Curry, l'autre fois, en conférence de presse, il a fait laisser échapper un LeBron. Hein, donc, Okay. Bon, affaire à suivre. LeBron, effectivement, et son influence sur la NBA. On en parlera d'ailleurs dans cette fameuse preview de la conférence Ouest. On avance dans notre émission parce qu'on a pas mal de choses à se dire. Conférence de presse du 10 octobre dernier, c'était un moment attendu quand même. La Fédé devait s'exprimer sur pas mal de dossiers. Le dossier Vincent Collet notamment et son staff. Maintenu à la tête de l'équipe de France. Donc on repart pour au moins les Olympiades avec Vincent Collet. Exit Laurent Foirez, je crois, et du coup, la Fédé recherche un nouvel assistant. Gabby Williams et Marine Johannes seront disponibles pour l'équipe de France à compter de début 2024 pour les fenêtres de qualification à l'Euro et tout ce qui viendra ensuite. Et on attendait aussi un petit peu quelques mots sur Marine Johannes, parce que ça fait un petit peu pas mal de discussions, pas mal parlé depuis l'été. Et on n'a pas été déçus. Hein. Non. Donc au final, on parle, bon, c'est la déclat de Céline Dumer qu'on va évoquer, on parle plus de cette déclaration sur Marine Johannes que du reste des informations qui... Bon, il n'y en a pas eu énormément de cette conférence de presse, notamment leur présence lors des futures fenêtres internationales. On rappelle juste le statut de Céline Dumer, puisqu'elle va être citée là, dans les discussions qu'on va avoir, ancienne maintenant, retraitée joueuse de Ligue féminine et légende du basket français, devenue général manager des équipes de France. Donc elle a aussi toute légitimité à parler construction d'équipe, présence, absence, etc. Donc voilà, c'était juste pour resituer. C'est le pendant de Boris Dio côté féminin en fait. Tout à fait. Et donc elle s'était déjà exprimée lors de l'annonce du forfait de Marine cet été pour l'Euro, hein, puisqu'elle avait dû faire son aller-retour aux États-Unis pour signer son contrat avec le New York Liberty. Donc une absence qui avait beaucoup fait jaser. Et là, il y a eu ces rebondissements avec donc sa prestation lors du match 1 des finales WNBA, avec un panier qui a fait se lever LeBron James, encore une fois, de son siège, et sur laquelle la fédération n'a pas communiqué. Donc c'est la question qui a été posée à Céline Dumer lors de cette conférence de presse, avec la réponse qui fait le buzz. La réponse cinglante qu'on va lire, enfin cinglante, à vous de nous le dire, hein. On va vous laisser quand même avoir votre propre avis. Au sujet de Marine, qu'on ne félicite pas sur les réseaux, est-ce qu'à chaque fois qu'une joueuse met 14 points dans une ligue, on la félicite? Non? Bon. Voilà, donc la ligue, la WNBA est une ligue comme toutes les autres, et moi je me tourne vers le joueur, que tu es encore en activité. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette déclaration, quoi? Quand on fait tout pour... exceller et qu'on excelle dans une des plus grandes ligues du monde en finale WNBA, quel est le problème, quoi? C'est très maladroit. C'est très maladroit, surtout avec Marine Johannes. Premièrement, elle n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre, voilà, alors qu'il y a eu pas mal de polémiques, hein. Elle est restée dans son basket, elle fait quelque chose d'exceptionnel. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on n'essaye pas de la mettre en avant et au contraire qu'on essaye presque de l'enterrer. Et c'est pareil, une joueuse comme ça, je pense qu'il faut la recruter même. Il faut lui dire on a besoin de toi, il faut qu'elle soit importante. Elle, Gabby Williams et d'autres. Hein, il y en a Rupert qui est en finale de WNBA. Rupert aussi, voilà, je pense que c'est le futur. Enfin, c'est le présent déjà. Ouais. Et, donc je trouve ça dommage. Okay. Je trouve ça dommage, ouais. Rudy. Ouais, ça sera notre fer de lance justement pour les JO. Ouais. Donc c'est une joueuse qu'il faut mettre dans les meilleures conditions psychologiques déjà, parce qu'elle n'a pas participé au dernier Euro. Donc je pense que pour elle aussi ça n'a pas été facile à accepter, surtout qu'elle en avait la volonté. C'est une politique, ça a été une politique interne. Hein, donc ouais, je suis un peu surpris de cette communication. On rappelle que donc Marine, hein, qui évolue aussi du côté de l'Asvel féminin, est une joueuse actuellement du New York Liberty. Elle est en finale NBA contre le Las Vegas Aces et qu'elle a fait une belle performance. Un premier match réussi en 19 minutes à 14 points, 4 sur 5 à 3 points,
3 rebonds, il y a une défaite au bout, mais la performance est quand même saluée par les Américains, Oui, notamment mais ça, LeBron c'est pas James, n'importe qui. et la France oublie. Est-ce qu'on aurait oublié Tony? Est-ce qu'on aurait oublié Rudy? Est-ce qu'on aurait oublié Evan de cette manière? Et surtout, la vidéo là, qui circule sur les réseaux de son 3 points à une jambe, je crois qu'elle a 10 millions de vues sur Twitter, enfin X, et donc c'est quand même assez incroyable le buzz généré par cette action et par sa performance lors de la première mi-temps de ce match, quoi. Et donc c'est un peu dommage ça fait un peu mesquin, moi je trouve, cette communication de la FFBB. Est-ce qu'il la considère plus comme une joueuse des Bleus? C'est un peu incompréhensible. C'est la question de la position effectivement de Marine Johannes aussi dans le groupe France qui est un peu posée. On peut encore continuer à en discuter ensemble. On voit qu'il n'y a pas de statut en équipe de France. Quand on est dans une équipe, et je me tourne vers le joueur que tu es, Mathis, est-ce qu'il y a des statuts? Et en quoi ils sont importants, s'il y en a? Je pense que c'est déjà c'est mental. Je pense que quand c'est une joueuse qui est capable de mettre des paniers. Si dès qu'elle shoot un peu trop, on lui dit non, arrête. Forcément, mentalement, on a un peu de doute, on est moins bon. Et là, j'ai l'impression qu'on veut la mettre sous terre, quoi. Alors qu'au contraire, il faudrait la mettre en avant. Et il n'y a personne qui peut faire ce qu'elle fait. C'est incroyable. Franchement, là encore, ce qu'elle a fait avec 4-3 points. En plus, on la met sur le banc pendant 2 semaines. Après, elle arrive, elle sort, boum, 19 minutes, allez, j'en mets 4, je rentre à la maison. Enfin, c'est très fort. C'est très fort. Elle répond pas dans les médias, Marine Johannes, qu'on a vu chez nous, chez Sport en France, mais elle répond sur le terrain. Voilà, ce qu'on pouvait dire sur Marine Johannes. On va suivre bien sûr l'évolution de cette finale WNBA. On essaiera de l'avoir dans Hype. On fait d'ailleurs une petite invitation officielle à Marine si elle veut échanger avec nous sur ces saisons, que ce soit en France ou aux États-Unis. On l'aura avec plaisir. On va rentrer dans le cœur de notre émission, messieurs, parce qu'on a dit qu'on parlait beaucoup de la conférence Ouest en NBA, et ben c'est parti dans le débat de la semaine. Allez, preview de la conférence Ouest, total preview, même formule que la semaine passée, messieurs, à l'Est. On va diviser un petit peu toutes les franchises de cette conférence en 3 catégories, et ensuite on va analyser tout ça avec nos experts que l'on va vous présenter dès maintenant, les nouvelles têtes Hype que vous verrez, j'espère, régulièrement sur nos antennes. On va accueillir d'abord l'un d'entre eux qui se situe à El Paso, qui va beaucoup nous parler des Lakers aujourd'hui. Journaliste, il s'appelle Ilan Coupé. Bonjour Ilan. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Merci d'être là, Ilan. On sait que les fuseaux horaires sont un peu décalés. On sait que le sport aux États-Unis n'attend pas. Donc merci de nous confier quelques minutes. Et on va parler avec toi donc des Lakers, de LeBron James notamment. Quelle saison peuvent-ils faire? C'est attendu, ces Lakers très très haut. À voir si ça peut se confirmer. Attendu très très haut sur le plateau, en tout cas. Voilà. Un autre journaliste, le présent et même le futur du journalisme qui a transité récemment du côté de San Antonio. Vous avez sûrement lu et vu quelques articles bien sentis dans les MOOC de Rivers et ailleurs. Il s'appelle Benjamin Moubèche et il est avec nous aujourd'hui. Salut Benjamin. Salut, comment ça va? Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie, on va très bien, on est content de t'avoir Benjamin. On disait que tu étais encore proche de nous il y a quelques jours. Tu as fait le choix de t'installer à San Antonio aux États-Unis pour vivre une expérience qu'on espère incroyable, l'expérience Wemby. En quelques mots, comment tu peux justifier ton choix? Tout simplement, c'est un moment unique dans l'histoire du basket mondial et français. Moi, j'avais envie d'en faire partie, tout simplement. En tant que journaliste, on veut archiver ce moment historique, on veut vraiment être là quand il se passe des choses importantes. J'ai décidé de partir pour être là, tout simplement. Voilà, hype de Victor Wembanyama by Benjamin Moubèche, suivez sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il va y avoir énormément de contenu. On va regarder ça avec attention, Benjamin. Merci messieurs d'être là. On lance cette preview enfin. On va d'abord se faire une petite map un peu des moves hype de la conférence Ouest. On en a pris 5, les 5 plus importants selon nous. On vous les affiche. Chris Paul donc, qui arrive aux Warriors, Marcus Smart qui arrive aux Grizzlies, Bradley Beal qui arrive aux Suns, Dillon Brooks qui arrive aux Rockets, accompagné de Fred VanVleet, également Rockets. Matisse Keita, quel move te hype le plus? Je le répète, Chris Paul, Marcus Smart, Bradley Beal, Dillon Brooks ou Fred VanVleet.
J'ai envie de dire Bradley Beal. Je pense que ça... Et Chris Paul aussi. Mais, Chris Paul aussi? Ouais, les deux, ça peut être... Celui qui me fait le plus réfléchir, c'est Chris Paul. Ok. Et celui qui, je pense, va être le mieux pour l'équipe, je pense que c'est Bradley Beal. Chris Paul te fait réfléchir? Ah, ça me fait beaucoup réfléchir. Bon, ça fait réfléchir également Melvin, qui n'est pas là avec nous, hein, Melvin Carsanti, qui va suivre les Warriors pour plusieurs médias, et notamment pour Hype. On lui a posé la question de savoir comment les Warriors allaient jouer avec Chris Paul. On l'écoute et on débriefe ensemble. Une fois le choc de voir Chris Paul sous le maillot des Warriors passer, son arrivée, Sylvain, va offrir plus de diversité au jeu offensif de Golden State, avec forcément plus de pick and roll, qui est l'un des points de force de Chris Paul. Mais ce surplus de pick and roll va arriver dans le contexte des Warriors. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas d'un coup abuser de pick and roll, mais ceux-ci, au contraire, vont arriver dans leur mouvement offensif que l'on connaît. On l'a déjà vu lors du premier match de pré-saison ce week-end contre les Lakers. Si la défense ferme Steph Curry ou Klay Thompson dans leur mouvement, d'un coup, vous devez vous retrouver à défendre un main à main ou un pick and roll avec Chris Paul, qui a tout l'espace du monde parce que la défense est vraiment focalisée sur les Splash Brothers et sur leur gravité. Donc ça va forcément les aider. Et puis évidemment, quand on compare avec Jordan Poole, Chris Paul, c'est un maître de rigueur, c'est quelqu'un qui ne perd pas de ballon et c'est un des points faibles de cette équipe de Golden State. Donc je pense que ce mariage devrait bien marcher et une fois que Draymond Green va être de retour de blessure après 1 ou 2 semaines de saison régulière, je pense qu'on va voir Chris Paul petit à petit passer dans ce rôle de 6e homme que tout le monde l'attend, où il va pouvoir être vraiment le meneur de ce deuxième 5, le leader de ce deuxième 5, et surtout permettre aux Warriors de limiter la casse quand Steph Curry souffle sur le banc. Allez, on discute avec notre meneur de jeu, qu'on n'a pas présenté d'ailleurs en point de garde, meneur de jeu, Mathis Keita. Les Warriors, ça joue vite, ça se passe la balle, ça tire, ça porte pas forcément le ballon. Chris Paul est plutôt un meneur qui a besoin justement d'avoir la balle entre les mains, jouer les pick and roll. Est-ce que tu penses que ça peut fitter quand même avec le style de jeu des Warriors? Moi, je pense que ça peut fonctionner, ouais. Parce que voilà, leur système qu'ils ont depuis des années, ouais. Je pense que Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, ils s'essoufflent un peu quand même, mine de rien. Voilà, ça fait des années qu'ils font ça. Et je pense que Chris Paul peut leur amener un petit peu autre chose. Après, est-ce qu'ils vont trouver le juste milieu? Je suis pas sûr. Et surtout en fin de match, Chris Paul, 6e homme, on le met. Enfin, je pense pas qu'il acceptera d'être sur le banc sur une fin de match. Okay. Donc comment ça rend le line-up. C'est un choix pour finir. C'est un choix, ça rend le line-up plus petit quand même encore, parce que ça fait Chris Paul et Steph Curry. Ça fait du very, very small ball. Ça peut être intéressant, parce que ça peut justement permettre de... Steph Curry, Klay Thompson, ils vont avoir leur shoot, mais peut-être que Chris Paul pourra faire briller d'autres joueurs. Oui, et puis leur donner les ballons à ces deux splash. Pour ceux qui ont suivi les matchs, hein, pas forcément chez nous, mais la série de playoffs contre les Kings, à la fin, Steph joue tous les pick and roll, donc avoir peut-être quelqu'un pour le soulager à ce niveau-là, ça peut quand même être intéressant, quoi. Ça peut, ouais. C'est 50-50. Soit ça marche très bien et ça peut leur ramener un autre titre. Okay. Soit c'est voilà, so-so, et au contraire, ils font comme l'année dernière, un play-off, pas plus, quoi. Ok. Alors, on se lance dans notre pronostic un peu, on va dire, le classement que l'on verrait, nous, du côté de la conférence Ouest. Classement difficile à faire, incroyablement dense et difficile. On commence par toi, Rudy? On y va? On part sur les play-in. Allez, on part sur les surprises, ouais. Alors, en surprise... Juste, tu nous les énonces et après, on en discute. Alors moi j'ai mis les Mavs, les Pelicans, OKC, Blazers, les Spurs et les Jazz. Donc ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, ouais. D'où la densité de la conférence Ouest. Après si on doit en ressortir quelques-uns, je dirais en dehors, donc sur les surprises, les Spurs. Ok. Parce que effectif jeune, Wemby. On en discute après. On a un homme qui va nous expliquer en plus comment ça se passe au niveau des Spurs. On va profiter de sa science et de sa présence sur place. J'enchaîne avec toi, Paul. Les Spurs sont également potentiellement en play-in. Quand on parle de surprise, c'est aller chercher la 7e, 8e place. On parle de ce type de position. Oui. Moi, j'ai mis surprise positive, mais négative aussi. Parce que les Mavericks, par exemple, comme l'an dernier, je les vois pas. Enfin, la saison dernière, je les vois pas en play-off. D'accord. Donc les Mavs, pour eux, ce serait une surprise et Houston Rockets, bon, je les ai mis en surprise, mais pour moi, ils ne feront
pas non plus les playoffs, mais ils seront meilleurs que ce qu'on veut bien croire aujourd'hui. Très bien. Voilà. Mes surprises, New Orleans et Oklahoma City, je les vois meilleurs au KC. Je développerai peut-être après si j'ai le temps, mais on va s'attarder peut-être sur une franchise qui ressort au niveau des surprises. C'est celle de San Antonio. Surprise parce que on les voit être meilleurs forcément que la saison dernière avec un roster un petit peu new look, avec un certain Victor Wembanyama. Benjamin, on parlera de Victor un petit peu plus tard dans l'émission. Moi, je veux qu'on reste sur la dimension un peu collective des Spurs. Nouveau cycle, toujours le même coach, nouvelle hype parce que Wemby. Est-ce que sur la globalité de ce que tu as pu voir depuis quelques semaines, on est, ça y est, reparti sur un projet qui peut faire playoff, voire plus, sur plus qu'un malentendu? Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une marge de progression parce que l'année dernière, ils ont gagné que 22 matchs. Donc fatalement, avec Wembanyama, Devin Vassell qui est de retour en forme, il faut attendre quand même plus que ça. Et puis l'effectif progresse d'année en année. Donc fatalement, on peut imaginer que cette année, ils vont gagner 10 à 15 matchs de plus. Maintenant, je pense que c'est encore ambitieux de les voir comme une future équipe de play-off, voire de play-in, ou alors vraiment en bout de play-in, parce que c'est une équipe qui doit encore se trouver, qui ne sait pas encore utiliser Victor Wembanyama. C'est une équipe dans laquelle on va développer un jeu très original avec, on imagine, beaucoup de minutes pour, par exemple, Jérémy Sohan au poste de meneur. Donc, il va falloir vraiment trouver une alchimie avec tout ça et réussir à trouver le rythme avec un jeu qui est très particulier. Donc, ça va être très difficile. Donc, je pense qu'ils auront une période d'adaptation et que les Spurs ne vont pas faire un énorme bond en avant comme on peut éventuellement l'attendre, mais plutôt se situer autour peut-être des 30 victoires, ce qui serait déjà 10 de plus que l'année dernière. Effectivement, ce serait déjà 10 de plus. On se souvient des déclarations qu'on n'a pas ici, mais de Victor qui, très ambitieux, disait qu'il était potentiellement capable d'aller chercher quelque chose de très gros dès cette année. Mathis Keita, joueur en activité. Est-ce que cette équipe des Spurs est repartie sur un nouveau cycle avec cette jeunesse, Trey Jones, Devin Vassell qui vient de re-signer un contrat longue durée, Keldon Johnson, Jeremy Sochan et donc Victor Wembanyama? J'ai envie de m'enflammer. T'as envie de t'enflammer? J'ai envie de te hyper. Ouais, voilà, j'ai envie de dire, c'est bon, il y a Wemby, playoff, même pourquoi pas passer un tour de playoff. Ok. Mais voilà. Pas plus? Non, j'y crois pas trop. La densité de la conférence Ouest? Je pense qu'il faut au moins un an ou deux pour créer quelque chose, rajouter un joueur ou deux, avoir quelques tours de draft. Je pense que c'est encore un peu juste. Okay. Et que je pense qu'il faut un peu de temps. Mais s'ils font mieux, je serais très content. Les surprises avec Rudy, je reprends tes équipes, Dallas, New Orleans, Portland, Utah, San Antonio. San Antonio, on vient d'en parler. Dallas, on en a un petit peu parlé. On pense qu'avec Kyrie et Doncic, ça peut pas marcher. On peut peut-être même développer. Dallas m'intéresse, tiens. Ouais, moi c'est Dallas, il faut faire un petit focus là-dessus parce que quand même, déjà, ils ont très mal fini la saison dernière. Oui. Ils sont sur les 10 derniers matchs, je crois qu'ils sont sur 8 défaites, 2 victoires, donc c'est quand même c'est pas très bon. Dynamique négative. Donc oui, sur la fin, ils ont vu qu'ils n'atteigniraient pas les play-in, ce qui est quand même bizarre quand même à dire. Ouais. Les play-in pour les Mavs avec Irving et Doncic. Non. Est-ce que tu crois en duo? Au niveau de l'effectif, resserrons l'angle. Ça n'a pas beaucoup bougé. Resserrons l'angle. Est-ce que tu crois en ce duo? C'est ça. Complémentarité. Je mets tout mon espoir sur Jason Kidd. Pour moi, c'est lui la pièce maîtresse. Okay. C'est à lui de faire jouer ces deux joueurs-là ensemble, faire carrément jouer l'effectif. C'est à lui de focaliser Doncic sur son rôle de franchise player et de mettre à jouer de cette équipe. Mettre à faire jouer. À faire jouer, oui, voilà. oui. Non, mais très important parce que j'ai l'impression que c'est un peu sa marge de progression. Non, mais c'est surtout le garder focus sur l'effectif. Ces dernières années, ces derniers mois, je trouve qu'il se focalise un peu trop sur sa propre personne. Okay. C'est pour ça que justement, il sort parfois de ses matchs et qu'il arrive à se faire sortir en se prenant des fautes techniques. Et je pense que cette année, pour garder quand même une certaine dynamique d'équipe, il faut qu'il reste focus là-dessus, sur le collectif et son apport justement. Et après, l'autre quid, c'est Kyrie Irving. Sur déjà sa faculté à rester concentré toute une saison sur le jeu, de ne pas partir sur des phrases ne serait-ce que médiatiques, sur certaines sorties qu'il peut faire. Qui peut-être le perturbe pas lui, mais qui perturbe un peu son équipe. Voilà, son équipe, sa franchise. Et après, les blessures, toujours avec Kyrie Irving, parce que ça reste un joueur ces dernières années assez fragile. Et des fois, on se demande, est-ce qu'il n'écoute pas plus son corps
ou sa tête que son corps. Enfin, Kyrie, joueur excellent, joueur donc pour fantasque moi, aussi. les clés sont dans les mains de Jason Kidd, qui me paraît un coach assez léger justement pour ça. Mathis, encore une fois, meneur de jeu, on le redit. Là, on a quand même presque 2 meneurs de jeu sur le terrain, avec des profils différents. Un meneur leader qui aime bien avoir la balle sur le terrain, qui a encore peut-être des difficultés à impliquer les autres parfois, donc Doncic, colérique, etc. Et un talentueux qui va vite vers le cercle. Comment on adapte ça pour faire que ça marche ensemble ? Là, les deux, ils sont vraiment scoreurs. Ils sont vraiment sur eux. Ouais. Et je pense que pour que ça marche, il faut qu'il y en ait un des deux qui ait cette capacité à faire jouer. Et je pense que Doncic en est capable, mais c'est pas ce qu'il veut. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ça va dépendre avec Jason Kidd. Si en plus lui, qui était un meneur, passeur incroyable, s'il arrive à rajouter ça dans le jeu de Doncic, et je pense qu'il en est capable, mais je pense que c'est le seul moyen pour que ça marche. Très bien. On avance un peu. On parlera sûrement de New Orleans un petit peu plus tard si on a le temps, parce que Zion devrait jouer au basket. On espère plus d'une semaine. On chambre un peu. On aime beaucoup le joueur et la hype qu'il avait il y a quelques années semble un petit peu disparue. On avance du côté des outsiders et on reprend la fiche de de Rudy. Rémi Reverchon, c'était il y a quelques semaines. Voilà, Rudy. Donc les Kings sont outsiders pour toi. Les Warriors, les Clippers et les Wolves. Pour Paul, il y a beaucoup de monde. Ouais. Les Clippers, les Kings, le Thunder, les Warriors, les Timberwolves, les Grizzlies, les Pelicans. Et pour moi, même si ça compte très peu dans cette émission, on va l'afficher là. On a les Memphis Grizzlies, les Kings, les Clippers et les Mavs. Allons, peut-être parlons des... Thunder. Ouais, exactement. Les jeunes et passionnants Thunder. Vas-y, je t'écoute. Écoute, moi j'ai hâte de les voir. Benjamin a déjà pu en voir une partie face aux Spurs, mais une équipe très jeune. Holmgren, on attend beaucoup de lui. Et puis évidemment Shai Gilgeous-Alexander qui sort d'un mondial incroyable. Josh Giddey qui a été très bon avec l'Australie. On attend qu'il franchisse un palier cette année. Voilà, je trouve que cette équipe est très excitante. Est-ce qu'elle va rester comme ça ? Parce qu'ils ont tellement de choix de draft que ça peut bouger. Ils peuvent tout casser d'un moment à l'autre, mais j'ai l'impression qu'ils veulent plus construire sur la durée autour de ces jeunes. Et alors, c'est peut-être encore un peu jeune, mais je pense que ça peut finir top 5, top 6 à l'Ouest assez aisément, on va dire. Je m'enflamme un peu. Ok. Minnesota, vous en pensez quoi ? Il y a eu une interview de Rudy Gobert faite par Rémi Reverchon il y a quelques jours sur un match de pré-saison à Abu Dhabi contre les Mavs. Cette équipe, on l'oublie, a toujours été plutôt bien placé dans la conférence Ouest. Ils ont enquiquiné les Nuggets. Ils ont enquiquiné les Nuggets en play-off. Ouais. On a un joueur qui s'appelle Anthony Edwards qui a l'air de continuer à grandir. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette équipe soit une équipe bien positionnée dans cette conférence cette année ? C'est l'année ou jamais pour eux, là, de toute façon. L'année ou jamais ? Je pense, de toute façon, là aussi, il y a le destin de Kat, qui a été beaucoup blessé la saison dernière, sa complémentarité avec Rudy. Est-ce que c'est viable sur le long terme ? Là, on va le savoir, j'espère, si les deux ne sont pas blessés. Surtout, il y a le retour de Jaden McDaniels. S'il arrête de mettre des coups de poing dans les murs, ça peut être très, très fort, tout ça. Donc, et puis Anthony Edwards, évidemment, qui s'est révélé un peu en rôle de leader au mondial. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose s'ils sont épargnés et si cette complémentarité entre Rudy et Karl Anthony Towns parvient à exister, quoi. Les Grizzlies de Memphis, sans Ja Morant suspendu par la NBA, qui va pouvoir voyager avec l'équipe, donc rester quand même au contact de la franchise. Il y a quelques arrivées, pas si hype que ça, mais un nom comme Derrick Rose pour peut-être encadrer Ja Morant. Est-ce que c'est la solution d'ailleurs, Mathis, d'avoir un joueur un petit peu mentor ? On les voit d'ailleurs. Derrick Rose qui arrive, Marcus Smart. Voilà, Marcus Smart quand même. Et les départs de Tyus Jones et de Dillon Brooks. Allez, Marcus Smart, Dillon Brooks. On gagne ou on perd ? Quand on perd Dillon et qu'on récupère Marcus. Compliqué. Compliqué. Ouais. Allez, j'ai envie de dire on gagne. On gagne ? J'ai envie de dire on gagne. L'expérience. Ouais, l'expérience. Et il a beaucoup gagné, Marcus Smart. Et les joueurs qui gagnent beaucoup, ils apportent ce petit truc de beaucoup gagner. Winner, quoi. Ouais, un gars qui, quand il rentre sur le terrain, il veut gagner. Dans le vestiaire. Et dans le vestiaire, ouais, je pense qu'on gagne.
Qui était meilleur défenseur de l'année aussi. Je pense. On conserve la même identité, en tout cas défensive. Ouais, c'est pas un gros apport sur le terrain, j'ai envie de dire, mais dans l'envie de gagner, c'est mieux, je trouve. Ilan, je t'ai pas préparé à cette question, mais j'ai envie de revenir vers toi quand même et t'entendre me parler un peu de Ja Morant. Ça a fait pas mal de bruit l'année dernière hors basket. On va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une saison pour lui pour être le joueur mûr que tout le monde attend et aider justement Memphis à gravir les échelons dans la conférence Ouest? Je pense que le niveau de Ja Morant, tout le monde sait, il est énorme, il est génial, c'est un talent pur. Après, voilà, son défi, je pense, personnel, c'est regagner la confiance de sa franchise et surtout des fans. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fans qui se sont sentis un peu trompés, très déçus de lui. Et je pense que ça, c'est son plus gros défi de la saison et c'est ce qui va l'attendre cette année. Voir comment, par exemple, il va être accueilli dans les salles NBA, même sa propre salle à Memphis, et voir un peu ce que les fans ressentent sur son cas personnel. Bon, affaire à suivre, Ja Morant, j'ai pas le chiffre, je ne vais pas vous dire de bêtises. 25 matchs de suspension, merci. 30% de la saison. Merci messieurs, vous serez augmentés pour cette info. 25 matchs de suspension donc pour Ja Morant, qui devrait, je pense, très vite retrouver sa place de titulaire et ses dunks bondissants. On avance, on n'a pas parlé de tout le monde, hein. Dites-nous d'ailleurs dans le chat s'il y a des équipes que vous voulez qu'on évoque. On le fera bien sûr avec plaisir. Les favoris de cette conférence, pareil, très difficile à classer. Rudy, je lance tes favoris et tu en discuteras. Les Suns, les Nuggets, champions en titre, favoris pour beaucoup de journalistes et de bookmakers américains. Les Lakers de Los Angeles sont favoris. Bref, et Memphis pour Rudy. On a qui d'autre pour Paul? Denver forcément, les Suns avec un gros recrutement et les Lakers. Donc les Lakers sont très hype pour notre rédac. Et moi je les ai pas mis dedans. Moi j'ai mis les Suns, les Warriors. Ah si, les Lakers aussi sont dedans, excusez-moi. Et les Nuggets. Voilà, donc gros focus, c'est le moment d'en parler, hein, puisque les Nuggets sont favoris pour quasiment tout le monde ici. Ilan, tu es du côté d'El Paso. On va te faire un bond du côté de la Californie et de Los Angeles pour que tu puisses nous discuter. Nous parler des Lakers. Quelle saison on peut attendre de ces Lakers qui, l'an dernier, ont atteint la finale de conférence Ouest, sweepé certes, mais est-ce qu'ils peuvent déjà se hisser à ce niveau-là et prétendre à plus? Alors du coup déjà on a eu un gros été du côté de Los Angeles, ça a bien travaillé, on a beaucoup de nouveaux joueurs, on a Christian Wood, Gabe Vincent, Jason Hayes, Taurean Prince, mais ce qu'il faut absolument retenir c'est les prolongations de contrat de Austin Reeves de 4 ans, de D'Angelo de 2 et de Hachimura de 3, et ce sans avoir réellement cassé la tirelire, donc c'est quelque chose qui est génial quand même pour les Lakers. On a l'impression d'avoir quand même une équipe qui est plus polyvalente, qui est plus expérimentée, et ça je pense peut-être qu'il va servir aux Lakers. En dernier ça aurait peut-être pu éviter un sweep, peut-être gagner 1 ou 2 matchs face aux Nuggets, même si les Nuggets étaient très bons. Par exemple ici il y a Johan Bois qui est le spécialiste des Lakers pour le média The Athletics, qui a lui-même classé 3e les Lakers dans la hiérarchie à l'ouest, derrière les Nuggets et les Suns. C'est-à-dire à quel point on croit vraiment en cette équipe qui a vraiment un potentiel. Après voilà, il y a des questions récurrentes avec les Lakers. Est-ce que AD va pouvoir tenir une saison entière sans faire d'aller-retour avec l'infirmerie? Et surtout, est-ce que LeBron James, qui a bientôt 39 ans, qui attaque sa 21e saison, peut tenir un rendement aussi bon que les années antérieures? Les enjeux de la saison de LeBron, on va s'arrêter dessus, c'est important. Il s'est passé en plus pas mal de petites choses le concernant sur le plan familial cet été. Les Lakers, 3e selon certains bookmakers américains, Paul. Bien sûr, évidemment, c'est une évidence. Non, mais alors, comme le dit très justement Ilan, ils sont beaucoup renforcés à des postes clés, même si pour la protection d'arceaux, je trouve que Jackson Hayes et Christian Wood, c'est pas des grands défenseurs, surtout Christian Wood d'ailleurs. Après, c'est très complémentaire. Hachimura va encore franchir un palier. Il a travaillé tout l'été avec LeBron. Non, il y a vraiment de quoi faire. C'est assez intéressant, mais évidemment, oui, LeBron, dans quel état va-t-il être? Alors la question, merci d'ailleurs Ilan, et on peut en discuter ensemble. On l'ouvre un petit peu. Est-ce que ce roster est moins dépendant de LeBron James et de la santé d'Anthony Davis selon vous, ou est-ce que ça s'appuie encore en grande majorité quand même sur les performances d'un LeBron qui vieillit de jour en jour, quoi? J'ai envie de dire, chaque grosse équipe, s'il manque un des deux meilleurs joueurs, ça va être si on enlève Jokic ou Murray aux Nuggets, donc beaucoup d'équipes sont
sont très dépendantes de leur duo de stars. Donc ça va être peut-être encore plus prégnant pour les Lakers, effectivement. Ouais. Ilan, quelle saison attendre de LeBron James ? 21e, tu l'as dit, toujours aussi fringant, mais par contre de plus en plus blessé, LeBron. Qu'est-ce qu'on en dit aux États-Unis et qu'est-ce qu'on peut attendre encore de LeBron en tant que leader de cette franchise ? Personnellement, LeBron, on sait que ce qu'il veut, c'est une 5e bague, c'est un 5e titre NBA. Comme d'habitude, on connaît tous LeBron maintenant. C'est pas impossible avec l'équipe qui l'entoure. On sait que c'est compliqué parce qu'à l'Ouest, il y a quand même d'énormes équipes qui entourent les Lakers. Même si là, il y a une sorte d'esprit d'équipe. Quand même, j'aime bien l'aspect qu'en fait, on prolonge des joueurs, qu'on ne les échange pas. C'est quand même pas mal. J'aime beaucoup cet effet-là. Après, reste à savoir maintenant si LeBron James, son corps va suivre ses idées. On sait que voilà, il a bientôt 39 ans, qu'il est plus sujet aux blessures que d'habitude. Par exemple, au Media Day, il a dit au début du mois que lui, il était totalement apte à jouer et qu'il allait faire encore de grandes choses. Et son coach, lui, a répondu, Darvin Ham, que les Lakers allaient vraiment suivre de près sa situation au niveau santé et que LeBron James allait jouer un peu match après match, voir si on n'allait pas trop le cramer vite fait ou si on pouvait vraiment le voir jouer sur la longévité. Bon, il va falloir gérer la machine. LeBron James, vas-y, Rudy. Oui, sur LeBron James, après, il ne faut pas oublier que si les Lakers ambitionnent d'aller justement jusqu'au bout, il va falloir qu'ils soient bons et soient surtout en forme, arriver aux playoffs. Derrière, il ambitionne aussi les JO. À un moment donné, la saison, il a 39 ans, comme on vient de le rappeler. Et il va falloir faire des choix. Donc, s'il veut se focaliser sur sa franchise, je pense que le coach... Il a l'air de vouloir toujours jouer en plus. Anthony Davis et LeBron James seront obligés de les limiter entre 60 et 70 matchs max, mais vraiment max sur la saison pour les garder en forme pour les playoffs et éventuellement, derrière, si eux ils le souhaitent, aller au JO. La gestion d'un corps de sportif de haut niveau, tu connais ? À 39 ans, pas encore. Pas encore, ça doit être, mais en tout cas, cette problématique, comment on fait ? Est-ce qu'on a besoin ? Est-ce qu'on aime être en rythme ou est-ce que effectivement de temps en temps il faut dire non, là je peux pas et puis je pousse au meilleur moment de la saison, quoi. Ouais, je pense qu'avec l'expérience qu'il a, il sait exactement quoi faire, à quel moment pour être prêt à un certain moment. Okay. Voilà, il doit être en forme pour les playoffs. Après, le seul problème avec ça, c'est que l'équipe joue de deux façons différentes quand il est là, quand il n'est pas là. Et ça, je trouve que c'est compliqué à gérer, quoi. Hein. Ok, LeBron, je sais pas, il va rater 20 matchs. Pendant 20 matchs, on va jouer comme ça. Et là, boum, il revient. Bon, maintenant, on joue comme ça. C'est l'alchimie, oui, effectivement. Ouais, LeBron sans LeBron, pas facile à gérer pour lui. AD aussi. Pareil avec AD aussi. C'est ce que disait Paul. Dès qu'on retire un ou deux franchise players d'une franchise, justement, au bout d'un moment, le jeu en c'est peut-être la marche que doivent franchir les Lakers maintenant. On sait qu'ils ne sont pas éternels, en tout cas pour LeBron. Ouais. Donc il va falloir s'adapter à cette situation. On doit avancer et parler des Suns, puisque c'est un gros recrutement quand même, les Suns. Donc on vous donne un potentiel 5 de départ, Bradley Beal, Devin Booker, Josh Okogie, Kevin Durant et Youssouf Nurkic. Voilà le 5 qui s'affiche. On va très vite. Je vois pas de meneur de jeu. Il n'y a pas de meneur de jeu de métier. Est-ce que ça reste quand même une équipe favorite à l'Ouest, même si les postes n'ont pas l'air d'être toujours bien équilibrés ? Moi, ça me plaît beaucoup, en tout cas. Ça te plaît ? Ouais, ça me plaît beaucoup. Je pense que déjà, la NBA, c'est pas comme en Euroleague où il y a une grosse pression tout-terrain. Donc, les gars, ils peuvent monter la balle. Et puis, il peut y avoir un meneur en 6e homme qui vient organiser tout ça. Et Booker peut dribbler. Enfin, c'est une belle équipe sur le papier. Hein. Moi, belle équipe. Arrivée, Bradley Beal, Eric Gordon, Youssouf Nurkic, Drew Eubanks. Et les départs, Chris Paul. Oui, Nurkic va faire du bien. Landry Shamet, Torrey Craig, Jock Landale et DeAndre Ayton. Un mot sur les Suns ? Ouais, alors le petit souci, c'est la profondeur, même si donc ils ont recruté quand même Grayson Allen avec les échanges, ils ont pu quand même un peu renforcer tout ça, mais il faut vraiment pas qu'il y ait de blessés, quoi. Ouais. Encore une fois, mais par contre, offensivement, ça peut être le feu d'artifice à chaque match, mais est-ce que tu peux gagner et défensivement, tout le temps ? Ça peut être aussi les portes un peu... Parce que Nurkic, combien de matchs il fait ces 3 dernières saisons, quoi ? J'ai pas le total, mais c'est quand même assez faiblard, donc s'ils arrivent à rester en forme, oui, pourquoi pas, ils peuvent battre tout le monde, quoi, mais je suis vraiment pressé de voir ça, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même l'effectif le plus complet de la Ligue. Autre débat. Je trouve que c'est
c'est complet. Un peu limité. Avec Okoji aussi, qui est bien. Okoji, Eric Gordon, Watanabe. 5 majeurs, c'est vrai, peut-être un peu de profondeur. Il manque peut-être 2-3 bons joueurs de banc. Ça peut se trouver. On va aller vers Benjamin, qui est du côté de San Antonio, qui veut parler éventuellement des Suns, de la profondeur de banc, de la construction d'effectifs, Benjamin. Bah oui, bien sûr, je pense que déjà, je rejoins le côté où on n'a pas forcément besoin de meneurs et que globalement c'est bien équilibré. Maintenant, la grande question, ce sera comment est-ce qu'on tient le rythme des blessures. Au-delà de Yusuf Nurkic, il y a aussi le problème Kevin Durant qui a manqué pas mal de matchs ces dernières saisons, Bradley Beal aussi. On a quand même un effectif qui est globalement vieillissant, qui est propice à se blesser. Donc je pense que la saison régulière va être difficile et le grand enjeu, ce sera d'arriver en fait en forme, en play-off et pas d'arriver tout cassé et de se faire éliminer au premier tour à cause d'une absence toute bête en fait. Donc je pense que l'enjeu il est vraiment là et l'enjeu de la profondeur du coup il est là-dessus aussi. Comment est-ce qu'on soulage ces joueurs qui sont enclins à se blesser alors qu'on n'a pas beaucoup de profondeur? Ce sera le problème de Frank Vogel cette saison. Voilà. Le problème de Frank Vogel, bon. Un coach défensif pour une équipe offensive. Tout à fait, il va falloir qu'il progresse. Ok, on va suivre ça. Les Suns, ça va forcément être hype cette saison. La gestion effectivement des effectifs, des blessures, à voir dans un prochain numéro ensemble. On va conclure cette preview. On a très peu de temps, on n'a pas parlé des Warriors. On le fera bien sûr quand la saison sera lancée. On est encore là bien sûr pour toute la saison et discuter de NBA ensemble. On va parler des Français maintenant en NBA parce qu'ils sont nombreux et encore plus du côté de la conférence Ouest. Allez, les Français sont hype quand on parle de conférence Ouest. On va vous les présenter rapidement parce qu'on a un petit carton. On va juste vous les montrer, mais on va s'arrêter sur un phénomène que l'on appelle l'alien du côté du Texas, Victor Wembanyama. Donc voilà pour les Français. Vous les verrez sur les terrains NBA. Donc Nicolas Batum n'a pas changé. Rudy Gobert non plus. Ousmane Dieng, peut-être un peu moins connu, va être un joueur d'OKC. Victor Wembanyama, on va en parler bien sûr ensemble. On peut vous montrer également Olivier Sarr du côté d'OKC, Moussa Diabaté du côté des Clippers, Ryan Rupert drafté du côté de Portland et Sidi Sissoko qui est un joueur des San Antonio Spurs mais qui devrait connaître un peu de matchs en G-League cette saison. Ça a été annoncé. On y va tout de suite sur Victor, messieurs. Benjamin, à toi de nous expliquer la hype Victor Wembanyama. On a vu un premier match de pré-saison face à OKC. Tu nous expliquais en off que l'ambiance était un peu particulière. Mais quelle est la hype aujourd'hui de Victor maintenant qu'il a porté pour la première fois le maillot des Spurs ? J'ai envie de dire que cette saison, on ne fait pas plus hype que Victor Wembanyama. Déjà, ça s'est vu dès le premier jour, le Media Day. Il y avait 100 journalistes qui étaient présents et apparemment, c'est un record de la franchise. Donc déjà, ça annonce la couleur pour toute la saison. Et puis ensuite, il y a eu donc le camp d'entraînement et un premier match d'entraînement qui est ouvert au public. On nous racontait que les années précédentes, c'était en gros ouvert à tout le monde, premier arrivé, premier servi. Et là, cette année, ils ont mis en place un système de billetterie pour essayer de limiter le nombre de gens. Et pourtant, ils ont ramené 13 000 personnes en fait, ce qui est le double par rapport à l'année dernière. Donc là, pour le coup, la hype à San Antonio et la hype en NBA est phénoménale. Après, c'est vrai que quand j'ai fait le voyage pour Oklahoma City, je m'attendais à trouver une salle pleine de ferveur, pleine de fans, vraiment remplie. Surtout avec le prix des billets qui était très faible. En l'occurrence, elle était très vide, très bruyante quand même, mais très vide. Et ça m'a un peu déçu. Mais je pense que cette saison-là, le phénomène hype, c'est Victor Wembanyama, clairement. Prix des billets, $10, tu me le disais en off. Voilà. Un peu moins de $10 même pour les moins chers. Voilà, donc c'est vraiment, c'était offert pour un match NBA, mais pourtant la salle vide, même pour voir Chet Holmgren du côté d'Oklahoma City, vraiment rempli au tiers, je pense. Donc c'était très décevant de la part des fans de KC. Ça reste une petite ville, mais à San Antonio, par contre, la ferveur, elle est bien là, je peux le confirmer. Les observateurs avec qui tu échanges maintenant régulièrement, parce qu'on rappelle que tu as transité du côté de San Antonio, donc que ce soit coach, assistant coach, scout ou journaliste, comment ils perçoivent maintenant qu'ils voient régulièrement Victor Wembanyama, cette hype, à la fois bien sûr le joueur, mais également peut-être la personnalité et tout ce qui dégage autour du terrain? Tout le monde est fasciné déjà par le niveau de performance, 20 points contre le Thunder, la manière dont il joue, ses finitions qui sont dignes d'un livre de science-fiction, le duel face à Chet Holmgren qui lance un petit peu la hype d'une rivalité aussi. Donc sur le terrain, tout le monde est totalement convaincu. Et effectivement, sur la personnalité, les gens le sont aussi. Tous les journalistes auxquels je parle, qui sont à San Antonio depuis, pour certains, 30, 40 ans, sont d'accord pour dire qu'on n'a jamais vraiment vu ça, que c'est un joueur qui est extrêmement intelligent,
très doué avec les médias aussi, il faut le reconnaître. Un joueur qui est fascinant, qui a quelque chose d'intriguant. Je parlais par exemple avec Brian Windhorst qui était venu voir le match contre Oklahoma City et qui comparait Victor Wembanyama à LeBron James en termes de hype, en termes de maturité mentale. Et en fait, c'est vraiment un joueur qui impressionne tant sur le terrain qu'en dehors parce qu'il a cette maturité dans le jeu, dans la parole, dans son leadership aussi que ses coéquipiers ont pas mal souligné pendant le training camp. En fait, Victor Wembanyama, il est convaincant pour tout le monde. Pour l'instant, le contrat est rempli à 100%. Il n'y a pas de doute. Voilà, hype, on l'a connu, nous, du côté de Boulogne-le-Vallon. On a l'impression que c'était déjà il y a 10 ans. En tout cas, ça donne aussi ce livre écrit par Yann Onona. Je veux juste être moi, c'est aux éditions Solar. L'équipe disponible dans toutes les librairies qui font leur travail. Et puis, un documentaire est sorti aussi, diffusé sur Canal+, unique, qui reprend donc l'émergence et l'ascension de Victor, de tout jeune jusqu'à la draft. Voilà un peu pour ce que Victor inspire. Benjamin, on reste un petit peu avec toi et puis on va discuter aussi avec Mathis sur cette fameuse hype qu'on a connue en France. Tu étais encore en France il y a quelques mois. Certains disaient « Oh, c'est trop, machin ». Aux États-Unis, on l'a vu l'arrivée du côté de New York, c'était incroyable. Quel retour t'en fais maintenant? Est-ce qu'en France, on n'en a peut-être pas fait assez? Je te laisse réfléchir, je demande à Mathis et ensuite je t'écoute. Pour moi, c'était pas assez. C'est quelque chose qui arrive une fois dans la vie. Numéro 1 de la draft, un joueur de 2,20 m qui court comme un meneur de jeu. Enfin, j'ai pas besoin de décrire ses qualités, mais pour moi, on aurait dû surfer sur cette vague pendant 10 ans, pendant les 10 prochaines années. Quoi. Il faut en faire le plus possible. C'est incroyable ce qui se passe et quand on voit, c'est du niveau Mbappé au foot. Et voilà, c'est une superstar, c'est quelqu'un qui va devenir une superstar. En plus, maturité incroyable, il fait jamais une boulette sur les réseaux, sur la communication, rien, il est nickel, c'est vraiment, c'est la tête d'affiche pour les 20 prochaines années, quoi. L'alien, Benjamin, l'OVNI, on va dire l'alien, parce que c'est comme ça qu'on le surnomme, j'ai l'impression, du côté des États-Unis. Cette hype est réelle, est-ce qu'en France, tu es journaliste, est-ce qu'on en a fait assez? Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? Ou est-ce que c'est typiquement français quelque part? En fait, j'ai envie de dire, dans le côté médiatique, je pense qu'on en a fait assez. On en a parlé toute la saison, bien sûr. Mais du côté de la Ligue, je pense qu'il y a eu une certaine faiblesse là-dedans. Parce que franchement, on était sur un phénomène qui arrive donc à remplir une salle quasiment de 13 000 personnes, donc pour un match d'entraînement. En France, en l'occurrence, à Boulogne-le-Valois, la salle est un petit peu exiguë, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. En fait, on aurait pu ramener beaucoup plus de spectateurs, on aurait pu intéresser beaucoup plus de gens au basket. Et je trouve qu'il y a un travail de communication qui a manqué et qu'on n'a pas assez surfé sur la vague Victor Wembanyama. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on regarde du côté de Boulogne-le-Valois, tout ce qui a été fait la saison dernière, c'est déjà envolé et on a vraiment plus rien en fait. Et du côté de la Ligue, j'ai l'impression que ça va être la même chose. On avait un certain succès l'année dernière parce qu'on avait le phénomène mondial du basket. Il faut se rendre compte faut prendre la mesure de ça. Et pourtant, ça va disparaître aussi parce qu'on n'en a pas fait assez. Donc je pense qu'on aurait gagné, du côté de la Ligue, à vraiment plus le mettre en avant, à ouvrir un peu plus, à délocaliser davantage les matchs à Bercy, à Roland-Garros, comme ils ont pu le faire à quelques reprises dans la saison. Mais en tout cas, on n'a pas fait suffisamment. Et aujourd'hui, la NBA, qui a une expertise là-dessus, est en train de reprendre le flambeau et fait tout ce qu'il faut pour que Victor Wembanyama devienne le visage du basket, pas seulement français, mais du basket mondial pour les 20 prochaines années, comme disait notre invité hype du jour. Bon, l'héritage du basket français est entre les mains de Victor, en espérant effectivement que le basket français dans sa globalité, un fan, journaliste, ce qu'on veut, puisse le reprendre et effectivement en profiter un maximum. On va conclure cette émission par des pronos. On est obligé de se positionner maintenant qu'on a vu la conférence Est et la conférence Ouest sur un finaliste NBA et un champion NBA, tout simplement. Champion NBA, Nuggets, back-to-back. Donc la finale, non Celtics, Bucks Je vais aller avec les Celtics. Celtics, ok. Bon, tu ne seras pas pote avec moi, je mets aussi avant que tu me poses la question, je mets aussi les Nuggets champions, encore une fois, mais face aux Bucks. D'accord. Pareil. Ouais. Pas les Celtics aujourd'hui. Non, mais moi, Celtics, j'aime bien et j'ai un peu titillé mon collègue la semaine dernière. Il est pour les Lakers. Mais non, moi, c'est les Bucks en finale de NBA contre les Nuggets et les Nuggets gagnent.
En 7. En 7, ok, il est précis. Est-ce qu'on vous demande, messieurs, votre prono ou pas? Vous l'avez pas? Allez, on va pas demander. On va pas vous embêter avec ça. On va surtout vous remercier d'avoir été présent dans Hype. C'était votre première, c'était excellent. On espère vous revoir très très vite. Prenez soin de vous. On va remercier Rudy, Paul et notre invité Mathis Keita qu'on va laisser performer sur les terrains de Pro B. On te souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro Hype. Ciao.